j'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos et pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et notre sonore de table ronde n'a jamais été d'autant d'actualité. La liberté de la presse est menacée, c'est du moins ce qu'affirment différents syndicats comme la SNJ, la CGT, mais aussi de nombreux médias comme l'AFP ou quand Le Figaro. À l'origine de cette inquiétude, c'est un projet de loi européen soutenu par Emmanuel Macron. Alors, les négociations autour de cette loi européenne sur la liberté des médias, entre guillemets, vont de bon train et la majeure partie des dispositions visent à renforcer la liberté de la presse. Néanmoins, la protection des sources semble pour sa part menacée, alors même qu'elle est pour l'instant reconnue et protégée par la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Emmanuel Macron s'est associé à d'autres chefs d'État pour demander la mise en place d'une dérogation spéciale au nom, je cite, de la sécurité de l'État. Alors cette dernière, c'est une notion juridique également très protégée puisqu'elle permet aux États membres de l'Union de passer outre certaines lois en cas de force majeure. Alors ces derniers temps, vous le savez, plusieurs organismes pointent du doigt une utilisation abusive de cette disposition. Ils craignent que ça soit le cas cette fois pour entraver notamment la presse et la liberté d'information. Depuis la crise sanitaire, vous le savez, la restriction des journalistes n'a jamais été autant abusive dans les médias de grand chemin, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors dans ce contexte politique tendu, de nombreux citoyens dénoncent un gouvernement sourd aux revendications. Alors la démocratie est-elle réellement dépendante de la presse? Cette loi est-elle liberticide? Comment trouver un compromis entre la sécurité de l'État mais aussi la protection de notre liberté d'information? Pour en parler ce matin, nous sommes avec Xavier Azalbert. Bonjour Xavier Azalbert. Bonjour, alors vous êtes directeur de la publication de François et puis nous sommes avec Claude Cholet. Bonjour Claude Cholet. Bonjour. Vous êtes président de l'Observatoire du journalisme. Alors, Xavier Azalbert, je voulais commencer par vous. Ce projet de loi européen soutenu par Emmanuel Macron, donc c'est une dérogation spéciale au nom de la sécurité de l'État. Est-ce qu'on va vers un régime de plus en plus liberticide? Cette loi peut-elle être un frein à la liberté de la presse en France? Et qui va toujours décider ce qui est une question de sécurité de l'État ou pas? C'est ça la vraie question. Ah ben, tout à fait. Alors, écoutez, on a vu dans les dernières années une forme de dérive sur la liberté en tout genre. Dérive sur la liberté d'expression en est une. Il y avait eu avec le confinement, le pass sanitaire, la dérive sur les allées et venues. Mais cependant, il faut quand même se poser la question de savoir ce à quoi on a à faire face. Parce que de tout temps, les logiciels espions ont existé en fait et ils sont souhaitables à l'échelle d'un État. La question est, est-ce que c'est souhaitable à l'échelle d'un individu? Et la loi était là pour régir, on va dire, le secret des sources, notamment le secret des sources en termes de manière journalistique, et est censé pouvoir être levé par une décision de justice dans le cas où l'intérêt supérieur de la nation serait atteint. Alors, pour moi, on va dire la loi existait déjà. On va de plus en plus loin. Ça risque d'affecter énormément la profession, mais quand même, j'aimerais revenir un petit peu en arrière sur ce qui a affecté la profession ces dernières années, la profession journalistique, c'est que les journalistes n'en ont pas vraiment usé de leur liberté d'expression. Ils ont plutôt bâtonné des dépêches AFP que d'essayer de chercher à vérifier l'information. Donc, on va dire pour Emmanuel Macron, si jamais c'est ce secret, c'est empêcher des journalistes qui font des dépêches AFP de recopier ces dépêches-là, eh bien, je pense que ça ne va pas affecter beaucoup de personnes. Par contre, quelqu'un comme moi qui a pris une position adverse, quelqu'un comme Claude qui a pris une position d'opposant, on va dire, critiqué, eh bien, il est évident que tous ceux qui vont être critiqués vont être affectés. Oui, c'est ça. Alors Claude Cholet, je rappelle, vous êtes donc président de l'Observatoire du journalisme. Comment vous avez accueilli cette nouvelle, cette dérogation spéciale au nom de la sécurité de l'État? Qui va discerner ce qui est une question de sécurité de l'État ou pas? Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Ma grand-mère disait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bon, c'est une vieille histoire. Ce projet de règlement
sur la liberté des médias, ça remonte à septembre 2022. À la fois pour une bonne raison et pour une mauvaise raison. La bonne raison, c'était de protéger les journalistes des logiciels espions type Pegasus. Et la mauvaise raison, c'était, et c'est quand même paradoxal, d'attaquer la Pologne et la Hongrie au nom de l'absence de pluralisme des médias dans leur pays. Ce qui est la situation exactement inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus de pluralisme en Hongrie et il y avait plus de pluralisme aussi en Pologne. Ça a peut-être changé maintenant avec M. Tusk sur le plan des médias qu'en France. En ce qui concerne le logiciel espion, le règlement, alors c'est un règlement provisoire hein, qui n'a pas encore été adopté formellement par le Conseil, prévoit que ce logiciel ne peut pas être utilisé automatiquement pour les journalistes, sauf une décision judiciaire. Donc je dirais que c'est une petite amélioration par rapport à ce qui était prévu par M. Macron, sur le thème de la défense nationale. On sait très bien que la défense nationale peut avoir bon dos, pouvait demander qu'on puisse, sans décision judiciaire, installer un logiciel espion sur un journaliste. Donc là, il y a un petit progrès. Maintenant, un train peut en cacher un autre, et il y a un codicile que personne n'a remarqué jusqu'ici, sur la régulation des plateformes vis-à-vis des médias. Et là, il est prévu deux sortes de médias. Les médias dits indépendants, qui vont bénéficier d'une espèce de dérogation. C'est-à-dire que les plateformes devront les informer 24 heures à l'avance s'ils ont, entre guillemets, enfreint les règles de la communauté, etc., etc. Et les autres, non. Les autres, on leur supprimera leur poste automatiquement. Alors moi, j'ai tendance à imaginer bien que Le Monde et Libération feront partie des médias dits indépendants. Mais j'ai l'impression aussi que François ou Radio Courtoisie peut-être feront partie des autres médias. Donc là, il y a un risque, et un risque qui jusqu'ici a été peu souligné. Pourquoi ? Parce que c'est un codiciel qui figure tout à fait à la fin du règlement, mais qui me paraît plus inquiétant que le reste. Alors, on continue évidemment cette table ronde avec vous, Xavier Azelbert et Claude Cholet, sur cette liberté de la presse en péril. C'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil, puis après on revient vers vous. Ligne droite. Des reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions. La table ronde. Et alors, Xavier Azelbert, je voulais revenir là-dessus. Donc, cette dérogation spéciale au nom de la sécurité de l'État qui pourrait donc justifier un espionnage des journalistes. Alors, c'était déjà le cas, je voulais revenir sur le cas d'Ariane Lavrieux. C'était une journaliste, vous savez, du média d'investigation Disclose, qui a été, elle, placée en garde à vue en octobre dernier à Marseille, dans le cadre d'une enquête. C'était une enquête publiée en novembre 2021. C'était une enquête qui révélait un possible détournement égyptien d'une opération de renseignement française dans le pays. Alors, donc, elle a été interrogée pendant 39 heures. Son domicile a été perquisitionné. Et elle avait dit, si on ne protège pas les sources, c'est la fin du journalisme. Est-ce que là, on peut comprendre, notamment qu'il y a un véritable mode débat, c'est-à-dire que là, pour le coup, véritablement, la sécurité de l'État était mise en cause. Est-ce que cette loi, cette dérogation spéciale au nom de la sécurité de l'État, est-ce que ça n'existe pas déjà ? Alors ça existe déjà, et en plus il y a un véritable problème parce que le secret des sources c'est la base de la confiance. Donc pour un journaliste c'est là où on va dire on obtient énormément d'informations. Il suffit de se rappeler de plein de petites affaires qui sont sorties justement grâce à des sources. Donc si un journaliste est écouté, que ce soit dans l'intérêt supérieur de la nation ou pas, eh bien on a une brèche de sécurité dans ce qui s'appelle cette chaîne de sécurité du secret des sources. Et moi je considère ici que c'est une des garanties qu'un journaliste peut amener à ses sources et doit pouvoir continuer à amener coûte que coûte, de manière à ce qu'on puisse justement faire notre travail. Sinon, on aura évidemment de moins en moins d'individus qui voudront prendre ce risque, qu'ils soient sous le statut de lanceur d'alerte ou non, et ça va entraîner, on va dire, des brèches dans l'information. Bon.
Alors justement, Claude Cholet, là-dessus, sur ce cas d'Ariane Lavrieux, alors je ne sais pas si vous avez suivi l'affaire, donc c'était une journaliste du média Disclose. Là, pour le coup, il y a un véritable problème de sécurité intérieure. On peut aussi, donc on comprend évidemment la protection des sources, notamment on pense aux nombreuses attaques, par exemple des terroristes qui se passent en France. Il y a un véritable problème de sécurité intérieure. Est-ce qu'on peut comprendre notamment que l'État, à ce moment-là, puisse interférer dans le travail du journalisme, ou alors la sécurité des sources est quelque chose de sacré? Alors j'ai un point de vue plus nuancé que Xavier Azalbert sur le sujet. Bon, tout d'abord, je pense que la liberté absolue n'existe pas, hein. Aristote disait la liberté, c'est de choisir ses propres chaînes. Donc il y a toujours des limites à la liberté. Il y a des censures qui sont évidentes. Vous ne pouvez pas, sur un média, je sais pas moi, appeler au meurtre, appeler à tuer quelqu'un, par exemple. C'est une censure normale. En ce qui concerne le cas Lavrieux spécifique, moi je pense qu'il y avait effectivement un risque d'atteinte, en tout cas aux intérêts de la défense nationale française. Et il y a des cas limites où je pense qu'effectivement les autorités de la défense ou des autorités en fonction des intérêts supérieurs de la nation peuvent au moins interroger un journaliste. Donc, je suis plus nuancé, mais alors, c'est toujours le problème des cas limites, hein. Il faut qu'il reste des cas limites, et je comprends l'inquiétude de Xavier Azalbert. Il dit, mais oui, mais après, il y a les dérives. C'est-à-dire que la défense nationale, elle peut avoir bon dos, et on peut peut-être écouter à ce moment-là les journalistes de Radio Courtoisie au nom des intérêts de la défense nationale. Donc c'est une question d'encadrement. Parce que la question, c'est de se dire, donc là, il y a une dérogation spéciale au nom de la sécurité de l'État, donc sur cette loi européenne sur la liberté des médias. Est-ce qu'on ne peut pas penser que finalement, cette dérogation, elle existe déjà? Alors pourquoi on veut essayer, au nom de la sécurité de l'État, de surveiller des journalistes encore plus? Est-ce que ça n'existe pas déjà? Est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Alors, je pense que ça a toujours existé. On a, je dirais, ce qu'on appelait les renseignements généraux. Écoutez les journalistes, je dirais, ad libitum. Ce qui a changé, bon, je pense, c'est l'utilisation quand même massive de logiciels espions, qui n'existait pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Bon, je suis un spécialiste, je ne suis pas un technicien, mais je crois comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça à utiliser. Et alors effectivement, si tous les journalistes sont victimes de logiciels espions, alors là, il y a effectivement plus de secret des sources, ça n'existe plus. Et je dirais quand même, il n'y a plus d'informations libres. Donc moi, je suis pour un encadrement réel, mais avec des dérogations qui doivent pouvoir exister quand même, au nom de la défense nationale, par exemple. Alors Xavier Azalbert, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Gérald Darmanin. Il avait annoncé que parmi les fichiers S, il y avait notamment des personnalités d'extrême droite, et on a appris notamment que parmi ces personnalités d'extrême droite, en tout cas c'était Julien Rochdy sur Twitter, qui avait expliqué que lui-même était fichier S. Alors on rappelle, Julien Rochdy, c'est un écrivain, c'est un essayiste, de droite, qui n'a jamais appelé à la haine, qui n'a jamais appelé donc évidemment à la croisade ou aux armes. Il y avait aussi le youtubeur humoriste Greg Tabibian qui pense qu'il pourrait être fichier Est. Aujourd'hui, il y a des journalistes dissidents qui sont surveillés en France parce qu'ils ont un délit d'opinion littéralement, alors qu'ils n'appellent pas à la violence, ils n'appellent pas à renverser le gouvernement. Comment vous l'expliquez? C'est-à-dire que déjà, aujourd'hui, il y a un problème en tout cas d'indépendance de la part de l'État par rapport aux journalistes qui surveillent ou non. Alors, tout d'abord, j'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Claude, parce que moi, je partage son point de vue, au contraire, sur la notion il y a des situations bien particulières dans lesquelles l'intérêt de la nation existe, et il faut justement savoir utiliser tout ça, parce que la tyrannie de la transparence à outrance, on va dire, c'est pas non plus la panacée, hein. Donc en fait, il y a un triangle, une forme de triade magique, liberté, vérité, secret, qui a toujours existé entre les politiques, les journalistes, les sources, et il faut juste trouver le juste milieu. Et comme dit Claude à juste titre, je pense qu'il y a des cas, des dérogations auxquelles il faut faire attention.
notamment pour les sujets qui ont été évoqués. Donc, pour revenir un petit peu à cette notion de fichage S, je pense que quand Claude parlait tout à l'heure de deux types de médias, il y a les médias autorisés, enfin et puis les autres. Mais ça, c'est déjà une forme de fichage. Il suffit que donc ça existe déjà, et de tout temps, il y a eu les bons soldats, les mauvais soldats, il y a eu ceux qui étaient dans les petits papiers et ceux qui ne l'étaient pas. Il y a eu les gens qui étaient autorisés dans certains cercles et d'autres dans d'autres qui ne l'étaient pas. Donc par définition, ça a toujours existé. Que ça s'appelle fichier S ou fichier X ou je ne sais quel autre fichier, le fait ficher quelqu'un est aujourd'hui, il y a une forme d'interdiction au travers de maintenir ce genre de choses, notamment quand il s'agit d'idéologie politique. Alors si jamais c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, parce qu'il risque d'y avoir un risque d'attentat ou autre chose, eh bien ça fait partie du travail des renseignements. Cependant, dès lors que quelqu'un discute d'un problème, par exemple de corruption, s'il y a un problème de corruption et que tout d'un coup, il y a quelqu'un qui donne une information, eh bien, là, on est quand même dans l'intérêt des Français de savoir. Reprenons l'affaire Cahuzac avec l'enquête de Mediapart. Il y a beaucoup d'affaires. Donc, si là, il y a une source qui est corrompu, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui voit son nom affiché, eh bien on peut craindre pour la sécurité physique de cette source. Et c'est là où il y a un véritable problème. Si quelqu'un commence à craindre pour sa sécurité physique, on a bien vu l'effet de la peur pendant la crise sanitaire, ce que ça a fait, c'est ça a entraîné des dérives comportementales. Et le dernier point que j'aimerais rajouter, c'est que, comme Klaus Schwab dit, quand on n'a rien à cacher, on ne doit pas avoir de problème. Eh bien, à ce moment-là, comment se fait-il qu'on a eu un secret défense pour la gestion de la crise sanitaire? Donc, tout cela, ce n'est plus le secret des sources, c'est à géométrie variable. Donc, pour moi, il faut aussi que ça s'applique dans les deux camps, c'est-à-dire que si nous, on peut observer, si le gouvernement peut observer les journalistes, eh bien, pourquoi on ne pourrait pas observer on va dire, le gouvernement dans le cadre de son secret défense et avoir une plus grande transparence dans le cadre des prises de décision. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et pour moi, ici, c'est quelque chose qui devrait être réciproque à un moment. Alors tout à fait. Mais alors je voulais donc vous avez répondu à Claude Cholet là-dessus. Moi je voulais vous parler donc de certaines personnalités en France déjà qui sont surveillées pour leurs opinions, alors que véritablement ils ne présentent aucun danger pour la sécurité de l'État. C'est entre guillemets une excuse pour pouvoir les surveiller et puis pour pouvoir en tout cas faire en sorte qu'ils aient le moins de succès possible, notamment sur les réseaux sociaux qui sont les réseaux sociaux qui sont une véritable caisse de résonance pour ces idées patriarcales. Alors Claude Cholet, vous vouliez peut-être parler avant ? Oui. Sur l'interdiction scandaleuse, enfin, c'est pas une interdiction, le fichage scandaleux de JS de Julien Rochdy qui est un écrivain, qui est un journaliste, quelqu'un qui vide sa plume. Bon, c'est un scandale absolu. Ça obéit à quoi? Ça obéit à ce que j'appelle la symétrie des fausses fenêtres. C'est-à-dire qu'on a une vraie fenêtre. La vraie fenêtre, c'est quoi? La vraie fenêtre, c'est effectivement les terroristes ou les gens dont on peut supposer qu'ils vont se livrer à un acte terroriste. Et puis de l'autre côté, il y a la fausse fenêtre des militants dits ultra-droite, ce qui veut en gros rien dire. Et ça donne l'illusion au public, je dis bien l'illusion, qu'au fond les deux dangers sont équivalents. Attention, il y a peut-être des islamistes qui vont mettre des bombes dans les églises, dans les trains, et puis il y a un essayiste de droite qui lui aussi pourrait être presque aussi dangereux. Il s'agit très clairement d'une opération politique pure. Oui, c'est en même temps macroniste classique. Xavier Alzalbert, là-dessus, sur des journalistes qui seraient donc surveillés pour leur position d'extrême droite, mais aussi certains pour leur critique de la politique sanitaire, par exemple. Pour moi, déjà, pour le fichage politique est interdit, donc ça, il faut faire en sorte que ça ne soit pas autorisé. Mais je pense que, comme j'essaie de l'expliquer, de tout temps, il y a eu ces fichages. On peut revenir sur les conséquences, on va dire, de ce genre de choses, avec, par exemple, Salman Rushdie et puis les versets sataniques, qui a entraîné une fatwa. En fait, donc, sans faire
prosélytisme ou de parler de religion ou quoi que ce soit. Il faut quand même se dire que ce fichage et cette analyse, cet étiquetage avec ces fausses fenêtres dont parle Claude Cholet, l'étiquetage existe. Par exemple, chez François, on s'est fait traiter d'antisémite, d'extrême droite, de tout ce que vous voulez par les médias autorisés. Et il arrive à un moment ou un autre de complotiste. Et donc, le procès en complotisme, le procès en antisémitisme, le procès en extrême droite est un procès d'intention. Et il ne faudrait pas que ces intentions soient transformées en actions. Et c'est là où les dangers existent. Parce que si quelqu'un commence à croire ce qui est écrit dans les médias, surtout sur ces étiquettes, eh bien, c'est là où notre vie peut être mise en danger. Outre notre liberté d'expression. Donc, il faut faire un petit peu attention à la manière dont on utilise ces étiquettes et dont on utilise ces fichages qui peuvent être totalement fallacieux. Alors, je rappelle une chose, c'est qu'il y a quand même le test des 3 passoires de Socrate. Première des passoires, c'est est-ce que ce que l'on dit est vrai? La deuxième, est-ce que ce que l'on dit est bon? Et la troisième, est-ce que ce que l'on dit est utile? Eh bien, si on n'a rien de bon à dire sur quelqu'un, si ce qu'on a à dire sur quelqu'un n'est pas forcément vrai, que c'est pas forcément bon, que c'est pas forcément utile, eh bien, on devrait s'en abstenir. Et c'est un des gros problèmes que l'on a aujourd'hui dans le monde du journalisme. Claude Cholet, là-dessus, vous voulez réagir? Vous, c'est les fenêtres, Xavier Azelbert, c'est les passoires. Chacun son image. Chacun, je dirais, a ses propres outils. Non, moi, je voudrais revenir plutôt sur un autre point du règlement de Bruxelles. C'est un règlement qui, encore une fois, n'est pas complètement approuvé, mais qui, je pense, va l'être. Ce règlement prévoit la mise en place d'un nouveau Conseil européen des médias, composé des représentants des autorités nationales des 27. Il devra assurer un encadrement plus strict des concentrations dans le secteur. Alors ça m'inquiète vivement. Car je vais prendre un exemple récent. Le parti conservateur PiS a perdu les élections en Pologne, en partie, pas seulement, mais en tout cas largement en partie, parce que George Soros avait acquis des médias dans les 2 années précédentes, des médias hostiles au parti conservateur polonais. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce Conseil européen des médias qui va surveiller les concentrations dans les médias? Est-ce qu'il sera neutre politiquement? Vous me permettrez d'avoir un doute, et je reviens au Digital Services Act qui lui a été voté, qui va rentrer en vigueur en février 2024, c'est demain matin, et qui prévoit d'encadrer de plus près les réseaux sociaux sur les appels à la haine. Alors, 3 petits points, les appels à la haine. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui préfèrent la haine à l'amour, moi je n'en connais pas. Et tout ça, ça sent pas très bon. Je dirais qu'à chaque fois, ça rajoute une pile sur la pile d'assiettes, et c'est une pile d'assiettes qui n'est pas favorable à la liberté d'expression. Donc, ce Conseil européen des médias, le Digital Service, le règlement qui est en cours d'approbation, je dirais, soyons attentifs. Ne nous faisons pas voler ce qui reste, je dis bien ce qui reste, non seulement de liberté d'expression, de liberté d'opinion et même de liberté d'association, comme on l'a vu avec la tentative de dissolution du mouvement catholique. L'Académie chrétienne. Oui, tout à fait. Alors, Xavier Azelbert, là-dessus, sur ce Conseil européen des médias, vous, en plus à François, vous avez été aussi victime de censure, notamment sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, on n'a pas attendu le Digital Service Act pour que François soit embêté, puisqu'on a essayé par tous les moyens, coûte que coûte, de lui enlever son agrément, ceux qui n'ont toujours pas réussi, parce qu'il y a eu un jugement au tribunal administratif qui a suspendu cette décision, qui est toujours pas jugée au fond. Mais je rappelle aussi quand même qu'on a eu Le Monde qui a été condamné pour concurrence déloyale. Donc il y a, on va dire, le corollaire de tout cela, c'est que si les concurrents se servent de ça pour faire de la concurrence déloyale et s'affranchissent, on va dire, d'un certain nombre de législations, eh bien là, on a aussi une autre dérive. Parce que ce qu'on a vu dans les 3 dernières années, c'était que les médias jouaient un peu le rôle de justifier. Enfin, les médias autorisés jouaient ce rôle de justicier. Donc, pas besoin de Digital Service Act. Il suffit de regarder ce qui se passe avec NewsGuard, ce qui s'est passé avec les fact-checkers. On a eu une véritable dérive liberticide, on va dire un délit d'opinion qui a été créé. Si vous ne dites pas ce que je pense que vous devriez dire, eh bien, vous êtes forcément
contre nous, plutôt que justement de vouloir le débat. Et il y a un dernier point quand même qui est aussi important, c'est qu'on ne parle jamais de la dérive en science, parce que la science, c'est quand même avant tout le débat, et que pour moi, en tant que scientifique à la base, avant d'être journaliste, eh bien, je considère que la plus grande des dérives, c'est d'éviter le progrès. Et quand on enfreint justement toutes ces discussions, eh bien, on affecte, à mon avis, quelque chose qui est de plus haut encore, qui est plus fondamental, qui est le progrès, parce qu'on empêche ce débat. Voilà. Oui, c'est ça. Claude Cholet, vous voulez réagir? Non, je suis globalement d'accord avec ce que vient de dire Xavier Zalbert. Parce que moi, je voulais vous parler, donc il y a l'État, puis il y a aussi les GAFAM. Donc les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc le pouvoir des GAFAM qui sont aussi pétris d'idéologie et qui, eux aussi, donc imposent une certaine idéologie donc, aux utilisateurs. Claude Cholet, là-dessus, aujourd'hui, donc par exemple, la chaîne YouTube de Ligne Droite, de Radio Courtoisie, a été plusieurs fois censurée, notamment après d'ailleurs sur des séquences, des interviews sur la crise sanitaire. Il y a aussi des messages en expliquant, quand on parle de la crise sanitaire, de Wikipédia, en disant attention, ça peut être des théories du complot. Donc il y a tout ça, il y a tout un contrôle par les GAFAM de ce qu'il y a sur leur plateforme et qui dépasse même en fait le pouvoir de l'État français. Alors, je dirais la mainmise des GAFAM sur les réseaux sociaux et sur une partie de l'information, je dirais, elle est double. Alors, on l'oublie un peu, elle est aussi économique, hein, car une grande partie de la publicité, des revenus de la publicité numérique est captée par Google et par Apple. Hein, c'est plus de 60%. Ce qui fait que quand vous faites une publicité papier classique pour la presse écrite, l'argent va dans votre poche. Quand vous faites une publicité numérique, il y en a au moins 50 ou 60% qui part chez les GAFAM. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous avons tous reçu, un jour ou l'autre, un courriel ou un message disant vous avez enfreint les règles de la communauté. Alors, ça vient de YouTube, ou ça vient de Facebook, ou d'Instagram, ou que sais-je. Nous supprimons votre poste et éventuellement nous supprimons même votre chaîne. Ça peut aller jusqu'à la suppression de la chaîne YouTube. Qu'est-ce que c'est que les règles de la communauté? C'est ce que décide Meta ou c'est ce que décide Google. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je dirais pas grand-chose, sinon se défendre, être prudent. Alors, je vois quand même un petit point d'amélioration sur les réseaux sociaux. Là, nous venons de publier un dossier numérique sur X, Twitter et Elon Musk. Il n'y a aucun doute que depuis qu'Elon Musk a repris Twitter et l'a transformé en X, il y a un petit vent de liberté quand même qui souffle sur X et sur Twitter. Je dis pas que c'est parfait, mais il y a nettement plus de liberté d'expression qu'il y a avant l'arrivée de Musk. Qui explique pourquoi, d'ailleurs, Thierry Breton surveille de près Elon Musk et X-Twitter en disant il faut que M. Musk se plie aux règles de l'Union européenne et aux règles de censure de l'Union européenne. Donc, alors, une hirondelle ne fait pas le printemps. Bon, quand il y a une bonne nouvelle de temps en temps, accueillons-la avec le sourire. Alors justement, là-dessus, Xavier Azelbert, parce qu'on nous avait expliqué finalement que l'arrivée de Facebook, des réseaux sociaux, de YouTube allait permettre une véritable liberté d'expression, qu'on pouvait passer outre donc, les médias traditionnels. Et aujourd'hui, on a l'impression à la fois qu'on revient un peu là-dessus, parce que donc, les GAFAM, on l'a dit, sont pétris d'idéologie, on va dire woke, et puis d'idéologie libérale, libertaire, mais en fait liberticide pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et en même temps, vous avez un média comme Twitter, donc X, qui a été racheté par Elon Musk, qui lui permet une liberté d'expression quasiment totale. Alors, j'aimerais revenir un petit peu sur les GAFAM. D'abord, les GAFAM, ils sont aujourd'hui pratiquement plus puissants que certains des États. Donc, c'est des États au-dessus des États, voire des États dans l'État. Et ça, à l'échelle planétaire. Donc, mais revenons un peu sur Google. Le premier slogan de Google, c'était « Don't be evil », ne sois pas diabolique. Donc, quelque part, aujourd'hui, le boucle est bouclé parce qu'ils sont devenus peut-être diaboliques eux-mêmes en empêchant cette liberté d'expression
puisque la base de Google, c'était de fournir de l'information. Je le rappelle, c'est dans le livre blanc, le premier livre que les fondateurs de Google ont écrit, il disait dedans, on veut que l'information médicale soit disponible aux États-Unis et au fin fond de l'Afrique pour que les gens aient la même chance. Donc ça part d'une bonne intention, hein. Et la censure, justement, c'était pour éviter toute forme de censure. Eh bien, aujourd'hui, on a l'effet inverse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il y a, c'est que ces plateformes ont collecté énormément de données. Quand même, le nerf de la guerre, ce sont les données, puisque si jamais on met ces données chez Microsoft, on met ces données sur Google Drive, eh bien, par définition, on peut avoir un logiciel espion, on peut être espionné. Et on le voit bien avec le contenu de YouTube, on voit bien que on a déjà ce contrôle de l'information qui est là. Alors, il est fait soi-disant pour notre bien. Parce que si on nous dit cela, c'est on doit se conformer à ces règles, mais pour notre bien. Alors, quand on se conforme et que c'est pour notre bien parce qu'il va y avoir potentiellement un attentat terroriste, tout le monde va être d'accord. Hein. Par contre, quand c'est fait pour faire un fichage politique ou empêcher la science d'évoluer, parce qu'avec la crime sanitaire, c'est là où on a vu vraiment la notion du contrôle et comment elle était exercée et la limite à laquelle on avait à faire face, c'est qu'on a eu des vérités scientifiques qui n'ont plus eu droit de citer sur des sites comme YouTube. Et chez François, par exemple, nous avons eu notre chaîne YouTube tout bonnement et simplement fermée. Alors, bien sûr, alors, quelles étaient les causes à ce moment-là? Enfin, en tout cas, la justification de la plateforme? C'est tellement peu clair. On a enfreint les règles de la communauté 3 fois et voilà, c'est tellement peu clair. On a essayé de challenger les choses, mais aujourd'hui, on a fait une procédure juridique contre Google qu'on a fait en 2021. On a perdu en première instance, on est en appel. Alors, le fond n'a pas été jugé, on va dire, vraiment en première instance, mais fort de la décision contre le monde qui a fait de la concurrence déloyale et qui n'a pas été capable de prouver que François avait fait des fausses informations, eh bien, je pense que le temps est notre meilleur allié. Parce qu'on sait très bien que la vérité, ça prend l'escalier et que le mensonge a pris l'ascenseur. Et donc, sur YouTube, on a vu des réactions très rapides à des décisions autoritaires, à des dérives autoritaires, notamment sur la science. Et on voit bien aujourd'hui qu'on nous disait que les vaccins étaient sûrs et efficaces. Et on voit bien que ce n'est plus vrai. Donc, 2 ans et demi après, peut-être que la géométrie des règles de la communauté vont évoluer. Et comme l'a dit Claude Cholet, on voit bien que Thierry Breton n'a de cesse que de vouloir réglementer cette liberté d'expression plutôt que de l'encourager. Il veut la proscrire, il veut l'empêcher. Donc, la censure est bien du côté de ceux qui veulent réglementer. Et je trouve que X aussi a de bons adages, puisque on voit bien que Elon Musk encourage ce débat, encourage avec les community notes à faire de l'auto-vérification, parce que c'est aussi un principe de l'auto-vérification. On peut pas tout dire sur Internet parce qu'on sait très bien que l'information, ça peut aussi tuer. Écoutez, merci Xavier Azalbert. On va terminer là-dessus sur cette phrase terrible, mais qui en dit long, notamment sur la liberté de la presse aujourd'hui en France. Merci à vous, Xavier Azalbert. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication de France Soir. Alors, votre chaîne YouTube est toujours active, hein, donc on invite nos auditeurs à s'abonner. Elle est plus active, justement. Elle est plus active. Elle n'a pas été réactivée. Alors, écoutez, on invite à vous suivre sur les réseaux sociaux. Ça sera déjà ça. Et puis, merci à vous, Claude Cholet. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire du journalisme. Merci à tous les deux.